22:07, le 12 septembre 1942, le lieutenant de vaisseau Werner Hartenstein se tenait dans la tourelle de commandement du U-156, tapi dans les profondeurs de l'Atlantique Sud, à 300 km au nord-est de l'île de l'Ascension. À travers son périscope, il venait de prendre pour cible un paquebot britannique. 2 torpilles fendaient les vagues noires. Premier impact, puis le second. Le navire, le RMS Laconia, commençait à couler. Une exécution parfaite. Une nouvelle inscription pour le journal de guerre. Hartenstein ignorait encore à cet instant que les 48 heures suivantes allaient faire de lui une légende. Pas à cause de l'attaque elle-même, mais à cause de ce qui allait suivre. Car en remontant à la surface pour inspecter les débris, il entendit quelque chose qui glaça son sang. Des centaines de voix, des cris en anglais, en polonais, en italien, des enfants qui pleuraient, des femmes qui appelaient à l'aide. L'eau était remplie de monde. Plus de 2000 âmes luttaient pour survivre. Et Hartenstein se trouvait face à la décision la plus impossible de sa vie. Le RMS Laconia n'était pas un simple transport de troupes. À son bord se trouvaient 2732 personnes, 1809 prisonniers de guerre italiens, que les Britanniques transportaient vers l'Afrique du Sud, 463 membres d'équipage et soldats britanniques, 268 civils britanniques, dont des femmes et des enfants. 160 soldats polonais en tant que garde. Lorsque les torpilles ont frappé, le chaos fut total. Les prisonniers italiens étaient enfermés sous le pont. Alors que l'eau s'engouffrait, des centaines se sont noyés instantanément. L'équipage britannique tentait désespérément de mettre les canaux de sauvetage à l'eau, mais dans l'obscurité, avec le navire qui allait couler en 30 minutes, cela était presque impossible. La panique s'étendait. Les gens sautaient dans l'eau glacée. Les canaux de sauvetage chaviraient, d'autres s'accrochaient à des débris. La catastrophe du Laconia avait commencé, et Werner Hartenstein n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Lorsque le U-156 fit surface après l'attaque, dans le but de rechercher des survivants et éventuellement de faire des prisonniers pour les interroger, Hartenstein fut submergé par le spectacle. La mer était noire de monde. Des centaines dérivaient dans l'eau. Beaucoup étaient blessés. D'autres peinaient à rester à flot. Les cris étaient assourdissants. Et alors, il réalisa, il n'y avait pas que des soldats britanniques. Il y avait des prisonniers italiens, des alliés, techniquement, ses propres compatriotes. Mais il y avait aussi des civils, des femmes, des enfants. Werner Hartenstein avait 34 ans, né à Plauen, en Saxe. Il avait grandi dans une famille d'officiers. Il avait vécu la Première Guerre mondiale enfant. Son père avait été officier. Son grand-père aussi. La marine était sa vie. Il n'était pas un idéologue. Il était un soldat, un professionnel. Lors de ses patrouilles précédentes, le U-156 avait déjà coulé plusieurs navires alliés. Il était bon dans son travail, efficace, précis. Mais il avait aussi des principes. Il traitait les prisonniers avec respect. Il suivait le droit maritime de la guerre. Et maintenant, il se trouvait face à une situation pour laquelle il n'existait aucun manuel. Devant lui, dans l'eau, plus d'1 millier de personnes étaient en train de se noyer. Techniquement, certains d'entre eux étaient des alliés, mais même les ennemis étaient des êtres humains. Et Hartenstein avait grandi avec des histoires sur l'honneur des gens de mer, sur le devoir de sauver les naufragés. C'était une loi non écrite de la mer, plus ancienne que toute guerre, plus ancienne que toute nation. Hartenstein resta immobile pendant un long moment. Ses officiers attendirent des ordres. Le sous-marin était vulnérable à la surface. Tout avion ou navire de guerre allié à proximité les attaquerait immédiatement. La procédure standard était claire, plonger et disparaître. Mais Hartenstein ne pouvait pas bouger. Il regardait le visage d'une petite fille accrochée à un morceau de bois. Il entendait les appels désespérés des prisonniers italiens. Et puis, il entendit quelque chose qui changea tout. Une voix,
faible, mais distincte, criait en allemand « Hilfe, helft uns, wir sind Italiener, Verbündete, bitte, à l'aide, aidez-nous, nous sommes Italiens, des alliés, s'il vous plaît ». Les prisonniers de guerre italiens l'appelaient. Ils avaient reconnu le U-boot allemand et ils imploraient d'être sauvés. À cet instant, Werner Hartenstein prit une décision qui allait à l'encontre de toute logique militaire. Il donna l'ordre de commencer le sauvetage. L'équipage du U-156 était choqué. Certains protestèrent. Ils étaient en plein territoire ennemi. Le sous-marin pouvait accueillir au maximum 50 personnes supplémentaires, et ce, dans des conditions d'extrême promiscuité. Mais dehors, il y avait plus de 1000 personnes dans l'eau. Il était mathématiquement impossible de tous les sauver. Mais Hartenstein répéta l'ordre. « Sortez-les, tous ceux que nous pouvons. » Le sauvetage lui-même fut chaotique et émotionnellement bouleversant. Les matelots allemands, de jeunes hommes dans la vingtaine, n'avaient jamais rien vu de tel. Ils étaient entraînés à couler des navires, pas à sauver des vies. Mais maintenant, ils sortaient des gens de l'eau, des gens qui, quelques heures auparavant, avaient été leurs ennemis. Un matelot allemand, Rémi Dubois, 22 ans, originaire d'Hambourg, se souvint plus tard. « J'ai vu un soldat britannique. Il était à peine conscient, il était en hypothermie, le visage bleu, je l'ai tiré à bord. Il m'a regardé, et puis il a reconnu mon uniforme. J'ai vu de la peur dans ses yeux. Il pensait que j'allais le tuer. Mais je lui ai donné ma veste, je lui ai donné de l'eau. Et alors, il a pleuré, pas de peur, de soulagement, de gratitude. J'ai compris à cet instant, nous sommes tous juste des êtres humains qui essaient de survivre. Les premiers à être sauvés furent les prisonniers de guerre italiens. Ils étaient les plus proches du sous-marin dans l'eau. Beaucoup étaient en mauvais état. Ils avaient été prisonniers des Britanniques pendant des mois, sous-alimentés, épuisés. Et maintenant, après des heures dans l'Atlantique froid, ils étaient au bord de la mort. Les matelots allemands travaillaient fiévreusement. Ils tiraient homme après homme à bord. Ils distribuaient des couvertures. Ils donnaient du café chaud provenant des réserves limitées du sous-marin. Chaque sous-marin n'avait que des ressources limitées, conçues pour un équipage de 52 hommes. Et maintenant, il y avait plus de 200 personnes à bord. Et ainsi commença l'une des opérations de sauvetage les plus extraordinaires de l'histoire de la guerre navale. Les matelots allemands lançaient des cordes dans l'eau. Ils tiraient des gens à bord, italiens, britanniques, polonais, peu importait. Quiconque pouvait atteindre leurs mains était sauvé. Un officier britannique, le capitaine Rémi Charpentier, qui commandait les troupes britanniques à bord du Laconia, décrivit plus tard son sauvetage. « J'étais sûr que nous allions mourir. Quand j'ai vu le U-boot allemand, j'ai pensé que c'était la fin. Mais alors, ils ont lancé des cordes. Ils nous ont aidés à monter à bord. Un matelot allemand, pas plus âgé que mon propre fils, m'a donné sa ration de pain. Il ne parlait pas anglais, je ne parlais pas allemand, mais il a souri, et j'ai compris. Nous n'étions plus des ennemis à cet instant, nous étions des survivants. Mais l'U-boot se remplissait rapidement. En 90 minutes, 193 personnes étaient à bord. Le sous-marin ne pouvait plus plonger. C'était une cible facile. Et Hartenstein le savait. Le premier lieutenant, le lieutenant de vaisseau Mansmann, vint le voir. « Capitaine, nous devons plonger. Nous sommes complètement vulnérables ici. Le moindre avion allié nous anéantira. Nous avons fait notre devoir. Nous avons sauvé autant de personnes que possible. Mais maintenant, nous devons penser à notre propre équipage. » Hartenstein le regarda longuement, puis secoua la tête. « Non, nous ne pouvons pas laisser les autres dans l'eau. Il y a encore des centaines de personnes, des enfants, des femmes, nos camarades italiens. Nous restons. » Mansmann était désespéré. « Mais capitaine, les ordres, le protocole, nous ne risquons pas seulement notre U-boot, nous risquons la vie de 52 marins allemands. »
Hartenstein se tourna vers lui. Sa voix était ferme, mais pas colérique. « Je sais, mais si nous plongeons maintenant, nous ne serons pas meilleurs que ceux que nous combattons. Nous sommes des officiers allemands, nous avons un code d'honneur, et ce code nous dit de sauver les naufragés, peu importe qui ils sont. » C'était un moment qui définissait Hartenstein. Il plaçait ses principes au-dessus du protocole, l'humanité au-dessus de l'efficacité militaire. Mais il ne donna pas l'ordre de stopper. Au lieu de cela, il fit quelque chose d'encore plus incroyable. Il se rendit à la salle de radio. Le maître Werner Hirschfeld, 24 ans, de Brême, le regarda avec stupéfaction quand Hartenstein lui dicta le texte. Un message non chiffré, en anglais. « À tous les navires alliés à proximité », Hirschfeld hésita. « Capitaine, un message non chiffré révèle exactement notre position. Chaque navire de guerre ennemi, chaque avion, ils vont nous trouver. » Hartenstein acquiesça. « Je sais, mais c'est le seul moyen. Envoyez-le. » Le message, envoyé à 01h25 le 13 septembre 1942, était sans précédent dans l'histoire navale. « If any ship will assist the shipwrecked Laconia crew, I will not attack her, providing I'm not being attacked by ship or air forces. I have picked up 193 men. Position, 4 degrees 52 minutes south, 11 degrees 26 minutes west. German submarine. » C'était un acte sans précédent. Un commandant d'U-boot allemand qui, en pleine guerre, envoyait sa position exacte aux Alliés et demandait de l'aide pour sauver des vies ennemies. Un acte qui allait à l'encontre de toute logique militaire. Mais un acte qui montrait que Werner Hartenstein était prêt à tout risquer pour ce qu'il croyait juste. Mais la réaction qui suivit n'était pas celle qu'Hartenstein avait anticipée. Le haut commandement allié était méfiant. Il pensait que c'était un piège, une ruse pour attirer les navires de sauvetage alliés dans une embuscade. Les heures passèrent, aucune aide n'arriva. L'U-156 dérivait à la surface, surpeuplé avec plus de 200 personnes. Le pont était rempli de survivants. Beaucoup étaient blessés. Les infirmiers allemands soignaient les soldats britanniques. Les prisonniers italiens étaient assis à côté des gardes polonais. Des ennemis qui, quelques heures auparavant, se seraient entretués, partageaient maintenant de l'eau et du pain. C'était surréaliste, une petite île d'humanité au milieu du conflit le plus brutal de l'histoire. Mais le danger était immense. Chaque minute passée à la surface augmentait le risque. Hartenstein savait qu'il risquait son sous-marin et tout son équipage, mais il ne pouvait pas abandonner. Il envoya un autre message, et encore un autre. Et finalement, après des heures angoissantes, une réponse arriva. Le croiseur français Gloire, sous contrôle de Vichy et donc techniquement neutre, répondit « Ils allaient venir, mais cela prendrait des heures. » Hartenstein prit une autre décision cruciale. Il ne pouvait pas attendre. Il devait appeler d'autres U-boots à l'aide. Il envoya un message au commandement des U-boots à Berlin. La réaction fut mitigée. L'amiral Karl Dönitz, le commandant de la flotte d'U-boot, était d'abord furieux. Maintenir un U-boot à la surface pendant si longtemps était de la folie. Dönitz hurla presque à travers la radio. « Hartenstein, vous risquez un U-boot entier pour des ennemis. C'est de la folie stratégique. Plongez immédiatement. C'est un ordre. » Mais Hartenstein répondit calmement. « Monsieur l'amiral, il y a plus de 100 soldats italiens à bord. Nos alliés, je ne peux pas les abandonner. » Il y eut une longue pause. Dönitz comprit l'implication. Si les U-boots allemands laissaient des soldats italiens se noyer sous leurs yeux, ce serait un scandale diplomatique et moral. Les forces de l'Axe seraient affaiblies. Mussolini serait furieux. Et plus profondément, ce serait une trahison de tout ce que représentait la marine allemande. Dönitz changea d'avis. « Très bien, Hartenstein, j'envoie des renforts, mais vous restez aux commandes. Si quelque chose tourne mal, c'est votre responsabilité. »
Il ordonna à l'U-506, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Erich Würdemann, et à l'U-507, sous le commandement du capitaine de corvette Haro Schacht, de se rendre immédiatement sur les lieux. De plus, le sous-marin italien Capellini, sous le commandement du capitaine Marco Revedin, fut contacté. Au cours des 24 heures suivantes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. 4 U-boots, 3 Allemands et 1 Italien convergèrent dans l'Atlantique Sud, tous avec un seul but, sauver des personnes de l'eau, ennemis et alliés confondus. L'U-506 atteignit les lieux dans la matinée du 13 septembre. Le lieutenant de vaisseau Würdemann, 29 ans, de Hambourg, était un commandant expérimenté. Il avait déjà coulé plusieurs navires alliés, mais ce qu'il vit alors le choqua. La mer était encore pleine de monde. Des canots de sauvetage dérivaient partout, et l'U-156 était dangereusement bas sur l'eau, surchargé avec plus de 200 survivants. Würdemann donna immédiatement l'ordre de commencer les opérations de sauvetage. Son équipage, d'abord perplexe, obéit. Ils sortirent des soldats britanniques de l'eau. Ils distribuèrent leur propre ration d'eau. Un marin de l'U-506, Hans Keller, 20 ans, de Munich, écrivit plus tard dans son journal « Aujourd'hui, j'ai sauvé un soldat britannique. Il était inconscient. Je pensais qu'il était mort, mais quand nous l'avons hissé à bord, il a commencé à respirer. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, et puis il a dit en allemand approximatif « Danke, danke, camarade ». J'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai réalisé que nous ne sommes tous que des hommes qui veulent rentrer chez eux. L'U-507, sous le commandement du capitaine de corvette Haro Schacht, arriva dans l'après-midi. Schacht était connu comme un disciplinaire strict, un professionnel jusqu'au bout, mais même lui fut bouleversé par la scène. Il prit en charge la coordination des canaux de sauvetage. L'U-507 remorquait 4 grands canaux de sauvetage, remplis de survivants à travers l'eau. L'équipage distribuait des provisions. Ils réparèrent les bateaux endommagés. Un colonel britannique, Arthur Kingsley, qui se trouvait dans l'un de ces bateaux, décrivit plus tard l'expérience surréaliste. Nous étions là, des officiers britanniques, dans un canot de sauvetage remorqué par un U-boot allemand. Les marins allemands nous lançaient de la nourriture. Ils réparaient nos rames. L'un d'eux, un jeune homme aux cheveux blonds, nous a tendu une carte de navigation pour que nous puissions retrouver la côte si nous étions séparés. Il nous a salués militairement. Nous avons fait de même. C'était le moment le plus absurde et le plus beau de ma vie. Le U-boot italien Capellini, sous le commandement du lieutenant de vaisseau Marco Revedin, est arrivé en dernier. Les Italiens étaient submergés par l'émotion. La plupart des rescapés étaient des soldats italiens, leurs propres compatriotes. Revedin a fait monter à bord autant de personnes que possible. Plus de 70 prisonniers italiens ont été transférés sur le Capellini. Les marins italiens les ont embrassés. Ils ont pleuré ensemble. L'un des Italiens sauvés, le soldat Luigi Mariano de Naples, a raconté plus tard « Je pensais que je ne reverrais jamais l'Italie. J'avais fait la paix avec la mort. Mais alors, j'ai entendu des voix italiennes, ma propre langue, des mains m'ont tiré hors de l'eau, et quand j'ai vu le drapeau italien sur le U-boot, je me suis effondré. J'étais rentré à la maison, même au milieu de l'Atlantique, sur un U-boot. J'étais rentré à la maison, c'était un moment qui montrait que même dans la plus sombre des guerres, l'humanité pouvait survivre. 4 U-boots, techniquement des instruments de mort, se sont transformés en bateaux de sauvetage. Leurs équipages, entraînés pour tuer, ont sauvé des vies. Ils ont remorqué des canots de sauvetage. Ils ont distribué des provisions. Ils ont soigné des blessés. Des marins allemands travaillaient côte à côte avec des survivants britanniques pour sortir plus de gens de l'eau. Des prisonniers italiens aidaient des gardes polonais. C'était une suspension temporaire de la guerre. Un moment où l'humanité était plus forte que la haine. Mais alors,
L'inévitable s'est produit. Le 16 septembre 1942, à 11h25 du matin, 72 heures après le torpillage initial, le U-156 a été repéré par un bombardier américain B-24 Liberator de l'US Army Air Force. L'avion, qui faisait partie du Transworld 3rd Bombardment Squadron, basé sur l'île de l'Ascension, effectuait des patrouilles de routine. Le pilote, le lieutenant James D. Arden, 26 ans, originaire du Colorado, a vu quelque chose d'inhabituel à travers ses jumelles. Un U-boot à la surface, complètement exposé, une cible parfaite. Hartenstein avait tout tenté pour s'identifier. Il avait peint une immense croix rouge sur son pont, assemblée à partir de drapeaux de signalisation rouge, près de 4 mètres de large. Il avait la grande identification sur la tour. Opération de sauvetage en cours. Ne pas attaquer. Il a envoyé un message radio sur toutes les fréquences alliées. German Submarine Conducting Rescue Operation. Over 150 survivors on board. Request no attack. International Law Protection requested. Sous-marin allemand effectuant des opérations de sauvetage. Plus de 150 survivants à bord. Demande de non-attaque. Protection du droit international requise. Il avait même demandé aux survivants britanniques de faire signe depuis le pont, pour que tout avion de reconnaissance puisse voir qu'il s'agissait de civils. Mais le lieutenant Arden avait des ordres stricts de son supérieur, le capitaine Robert C. Richardson III. Les ordres étaient absolument clairs. Tout U-boot allemand doit être coulé immédiatement en cas de détection. Aucune exception. Aucun retard, aucune question. C'était des ordres. Et Arden était un soldat. Il suivait les ordres. Il a volé plus bas pour vérifier la cible. Et alors il l'a vu, la croix rouge, les gens sur le pont. Il a compté au moins 100 personnes. Beaucoup faisaient signe. Certains étaient clairement des civils, des femmes, peut-être des enfants. Arden a hésité. Son copilote, le lieutenant Howard, a crié dans l'interphone « Sir, ce sont des survivants. C'est une opération de sauvetage. Nous ne pouvons pas attaquer. Ce serait contraire à la Convention de Genève. » Arden le savait, mais il pensait aussi à ses ordres. Aux centaines de navires alliés qui avaient été coulés par des U-boots allemands, aux milliers de marins qui s'étaient noyés sans qu'aucun U-boot allemand ne les aide. Il pensait « Ça pourrait être un piège. Il pourrait utiliser les survivants comme boucliers humains. » Et alors, il a pris une décision qui le hanterait le reste de sa vie. Il a attaqué. Le B-24 a fait demi-tour. Arden a visé, et il a lâché les 2 premières bombes. La première a manqué de peu, la deuxième a explosé à 10 mètres du U-boot. L'onde de choc a projeté des gens du pont. La croix rouge a été déchirée. La panique a éclaté. Hartenstein, qui se tenait sur la tour, a crié « Tout le monde à l'eau! Immédiatement, nous devons plonger !» Les marins allemands, paniqués, ont désespérément aidé les survivants à passer par-dessus bord. C'était le chaos. Des gens sautaient. D'autres étaient poussés. Certains s'accrochaient au bastingage et refusaient de partir, craignant l'eau. Un médecin britannique, le docteur Graham, qui se trouvait à bord du U-156, a décrit plus tard l'horreur. « J'ai vu les bombes tomber. J'ai entendu le sifflement. Et puis, l'explosion. Les gens volaient dans les airs. J'ai entendu des cris. Des marins allemands qui venaient de nous aider nous criaient maintenant de sauter. L'un d'eux, un jeune marin que j'avais soigné pour une brûlure, m'a saisi et m'a jeté par-dessus bord. Il m'a sauvé la vie. Je ne l'ai plus jamais revu. » Un survivant italien, Giuseppe Bianchi, s'est souvenu. « J'étais juste sur le pont. J'avais une tasse de café chaud à la main qu'un marin allemand m'avait donnée, et puis j'ai entendu l'avion. J'ai levé les yeux, j'ai vu les bombes tomber. Tout est devenu lent. J'ai vu des gens courir, puis l'explosion. J'ai été projeté dans l'eau. Quand j'ai refait surface, le U-boot était en train de plonger. Les gens criaient dans l'eau. Certains étaient blessés.
du sang dans l'eau. C'était l'enfer. Hartenstein n'avait pas le choix. S'il ne plongeait pas immédiatement, la prochaine vague de bombes frapperait le U-boot et tout le monde mourrait. Son équipage, les survivants à bord, tous. Il a donné l'ordre. Plongez, maintenant. Les écoutilles ont été fermées. Le U-boot a commencé à couler, mais plus de 50 personnes étaient encore sur le pont. Elles ont sauté à la dernière seconde. Le U-boot a disparu sous les vagues, juste au moment où la prochaine vague de bombes arrivait. 2 autres bombes ont explosé. L'une a frappé directement un canot de sauvetage. 16 personnes sont mortes instantanément. L'autre a explosé dans l'eau, juste là où des survivants nageaient. L'onde de choc a tué au moins 10 autres personnes. Leurs organes internes ont été déchirés par la pression. Sous l'eau, le U-156 était endommagé. La proximité des explosions avait bosselé la coque extérieure. L'eau s'infiltrait, mais le bateau a tenu. Hartenstein était assis dans la salle de commandement, la tête entre les mains. Son second Mannesmann a essayé de le réconforter. « Capitaine, vous avez fait ce que vous pouviez. Nous avons sauvé des centaines de personnes. Ce n'était pas votre faute. » Mais Hartenstein a seulement secoué la tête. Il murmurait sans cesse. « Ils nous ont attaqués pendant un sauvetage. Ils ont vu la Croix-Rouge. Et ils ont quand même attaqué. » Au-dessus de l'eau, la scène était dévastatrice. Les survivants, qui venaient d'être en sécurité sur le U-boot, étaient de nouveau dans l'eau. Beaucoup étaient blessés. Certains dérivaient, inconscients. Les canots de sauvetage tentaient de les récupérer. Mais le moral était brisé. Une infirmière britannique, Dorothée Boulanger, qui survécut à toute cette épreuve, écrivit plus tard « À ce moment-là, je ne haïssais pas les Allemands. Je haïssais les Américains. Les Allemands nous avaient sauvés. Ils avaient risqué leur vie pour nous, et nos propres alliés nous avaient bombardés. C'était le moment le plus absurde, le plus tragique de la guerre. » Le lieutenant Ardelot retourna à sa base. Il rapporta « U-boot coulé, mission accomplie ». Mais l'U-boot n'était pas coulé, il avait plongé, et Ardelot savait qu'il avait fait quelque chose d'horrible. Des années plus tard, dans une interview en 1987, peu avant sa mort, il déclara « J'ai suivi les ordres, mais je savais que c'était mal. J'ai vu les survivants, j'ai vu la Croix-Rouge, mais j'avais peur de ne pas suivre mes ordres. Je pensais que je serais traduit devant une cour martiale. Alors j'ai attaqué. C'était la pire décision de ma vie. J'en ai rêvé toutes les nuits, les visages des gens sur le pont, les cris, j'ai tué alors que je pensais servir mon pays. Que Dieu me pardonne. » L'attaque eut des conséquences bien au-delà des victimes immédiates. Au total, 26 personnes moururent à cause des bombes de Ardelot, 16 dans le canot de sauvetage directement touché, 10 autres à cause des ondes de choc dans l'eau. Mais les cicatrices psychologiques étaient plus profondes. Hartenstein était anéanti. Les autres commandants du boot, Wurdemann de l'U-506 et Schacht de l'U-507, étaient furieux. Ils envoyèrent un message à Berlin. « Nous avons été attaqués pendant une opération de sauvetage humanitaire. C'est un crime de guerre. » Mais l'amiral Dönitz voyait les choses autrement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une tentative tragique de faire preuve d'humanité, anéantie par les dures réalités de la guerre. Mais la tragédie du Laconia n'avait pas encore atteint son terme. Les autres U-boots continuèrent le sauvetage. Au cours des jours suivants, un total de 1083 personnes furent sauvées. Sur les 2732 personnes à bord du Laconia, 1083 survécurent. Cela signifie que 1649 personnes moururent. Ce fut une tragédie. Mais sans Hartenstein et les autres commandants du boot, tous seraient morts. Les survivants furent transférés sur des navires alliés et neutres, des soldats britanniques, sauvés par des U-boots allemands, des prisonniers italiens. Eux qui devaient leur liberté à des ennemis allemands. C'était complexe, c'était contradictoire, c'était profondément humain. Les Alliés furent profondément impressionnés par ce qui s'était passé,
et en même temps honteux. Des survivants britanniques rapportèrent l'extraordinaire humanité de l'équipage allemand. Ils racontèrent comment les marins allemands partageaient leurs propres rations, comment ils soignaient les blessés, comment ils risquaient de perdre leur propre vie pour sauver des ennemis. Un officier britannique qui avait été sauvé écrivit plus tard « J'ai vu ce jour-là le visage du véritable honneur militaire. Ces hommes auraient pu simplement nous laisser nous noyer. Personne ne l'aurait jamais su, mais ils ont choisi l'humanité. Je n'oublierai jamais cela. » L'histoire se répandit, d'abord comme une rumeur, puis comme un fait confirmé. Un capitaine d'U-boot allemand qui risquait sa propre vie pour sauver des vies ennemies. Mais les conséquences pour la marine allemande furent dramatiques et considérables. L'amiral Karl Dönitz était absolument furieux de l'attaque américaine. Lorsqu'il reçut le message de Hartenstein indiquant qu'ils avaient été bombardés pendant le sauvetage, il explosa littéralement. Il cria sur ses assistants « Ils l'ont attaqué ?» alors qu'il montrait une croix rouge, alors qu'il sauvait des naufragés. C'est un crime de guerre. C'est une violation de toutes les lois civilisées de la guerre. Dönitz se sentit personnellement trahi. Il avait autorisé Hartenstein à poursuivre le sauvetage. Il avait envoyé des U-boots supplémentaires. Il avait agi contre ses propres instincts militaires parce qu'il croyait au code d'honneur de la mer. Et les Alliés avaient répondu à cette croyance par des bombes. Le 17 septembre 1942, un jour après l'attaque, Dönitz émit le tristement célèbre Ordre Laconia. Le titre officiel était « Ordre Niré 154 », mais il fut à jamais connu comme l'Ordre Laconia. Le texte était brutalement direct. Toutes les tentatives de sauvetage de membres de navires coulés doivent être arrêtées. Ceci inclut le fait de sortir les naufragés de l'eau, de redresser les canaux de sauvetage chavirés, de distribuer de la nourriture et de l'eau. Le sauvetage contredit les exigences les plus primitives de la guerre pour la destruction des navires ennemis et de leurs équipages. La sécurité de son propre bateau est prioritaire. C'était un ordre glaçant. Désormais, les U-boots allemands avaient l'ordre de ne plus effectuer de sauvetage. Aucun survivant, aucun risque, juste couler et disparaître. De nombreux commandants d'U-boot furent choqués. Certains protestèrent. Le lieutenant de vaisseau Rémy Charpentier, l'un des as des U-boots les plus titrés, écrivit dans son journal « Aujourd'hui est un jour noir pour la marine allemande. Nous ne sommes pas des assassins. Nous sommes des soldats, mais cet ordre fait de nous des monstres. » Un autre commandant, Henri Lemerville-Nouvelle, envoya un message directement à Dönitz. « Monsieur l'amiral, cet ordre contredit tout ce que nous représentons. L'honneur de la marine est souille. » Mais Dönitz était irréductible. Sa réponse fut brève. « L'ennemi a violé les règles. Pas nous, nous ne faisons que nous adapter. » L'ordre était controversé, non seulement moralement, mais aussi légalement. Après la guerre, lors des procès de Nuremberg en 1946, Dönitz fut traduit en justice. L'ordre Laconia fut présenté comme la principale preuve de crime de guerre. L'accusation fit valoir que l'ordre ordonnait effectivement au commandant d'U-boot de laisser mourir les survivants, ce qui violait la Convention de Genève. Sir David Maxwell Fyfe, le procureur britannique en chef, lut l'ordre et demanda directement à Dönitz « Admettez-vous que cet ordre a condamné des milliers de marins à une mort atroce par noyade et hypothermie ?» Dönitz, 55 ans, gris et fatigué, mais toujours fier, répondit « L'ordre Laconia a été émis après que des avions alliés ont attaqué des U-boots allemands qui menaient des opérations de sauvetage humanitaire. Nous suivions toutes les règles de la guerre navale. Nous avons marqué nos bateaux. Nous avons envoyé des messages en clair et nous avons été bombardés. L'ordre était une mesure nécessaire pour protéger les équipages allemands. Nous n'avons pas tué activement les survivants. Nous avons seulement cessé de les sauver. »
Mais la défense avait un atout dans sa manche. L'avocat de Dönitz, Otto Kranzbühler, appela un témoin surprise. L'amiral de la flotte Chester W. Nimitz, le commandant en chef de la flotte américaine du Pacifique. Kranzbühler posa une question simple. L'amiral Nimitz avait-il donné des ordres similaires concernant les survivants japonais dans le Pacifique? Nimitz, sous serment, dut admettre « Oui, après Pearl Harbor, il y avait des ordres de guerre sous-marine sans restriction. Les sous-marins américains avaient reçu l'ordre de couler les navires japonais sans avertissement et de ne pas entreprendre de sauvetage si cela mettait en danger la sécurité du sous-marin. Ce fut un aveu choquant. Les Alliés avaient suivi exactement la même politique. La seule différence était que Dönitz avait émis son ordre par écrit, tandis que la politique américaine était implicite. Le tribunal était dans une position impossible. Comment pouvait-il condamner Dönitz pour quelque chose que les Alliés avaient eux-mêmes fait? Finalement, Dönitz ne fut pas condamné pour l'ordre Laconia. À la place, il fut condamné à 10 ans de prison pour d'autres crimes de guerre. Mais l'ordre Laconia lui-même fut classé comme légal dans le contexte de la guerre sous-marine sans restriction. La décision fut controversée. De nombreux survivants du désastre du Laconia se sentirent trahis. Ils avaient vu des équipages de U-boot allemands risquer leur vie pour les sauver. Et maintenant, l'amiral qui avait ordonné à ses commandants de s'arrêter était pratiquement acquitté. Dorothée Boulanger, l'infirmière britannique qui avait été sauvée sur l'U-156, écrivit une lettre ouverte en 1947 « Rémy Dubois n'est pas le problème. Rémy Charpentier n'est pas le problème. Le problème est la guerre elle-même. La guerre prend de bonnes personnes. Et les force à prendre des décisions inhumaines. Hartenstein était un homme bien. Rémy Charpentier pensait qu'il était un bon soldat. Les deux ont suivi les ordres. Les deux ont été détruits par un système plus grand qu'eux. C'est la vraie tragédie. Les conséquences de l'ordre Laconia furent profondes. Après septembre 1942, les U-boots allemands ne sauvèrent pratiquement plus aucun marin allié. Des milliers de marins, qui auraient pu être sauvés, se noyèrent à la place. Les taux de survie après les naufrages diminuèrent dramatiquement. Avant l'ordre Laconia, environ 30% des marins des navires coulés étaient sauvés, souvent par les U-boots eux-mêmes, ou en aidant à contacter les navires de sauvetage. Après l'ordre, ce taux chuta à moins de 10%. Cela signifie que l'incident du Laconia et l'ordre qui en résulta ont indirectement conduit à la mort de milliers d'autres marins. Ce fut une tragédie qui se propagea en vagues. Pendant des années, Werner Hartenstein ne survécut pas à la guerre. Son histoire se termine tragiquement, mais de manière prévisible. En mars 1943, 6 mois après l'incident du Laconia, l'U-156 patrouillait dans les Caraïbes, à environ 200 km au nord-ouest de la Barbade. C'était le 8 mars, un jour clair. Hartenstein était toujours commandant. Son équipage l'aimait, malgré tout ce qui s'était passé, malgré l'ordre Laconia. Il lui faisait absolument confiance. Il était un leader qui défendait ses principes, mais ce jour-là, l'équipage n'eut aucune chance. Un hydravion américain, PBI Catalina, repéra l'U-156 à la surface. Hartenstein essaya de plonger, mais il était trop tard. L'avion lâcha une série de grenades sous-marines. La première frappa directement. L'U-156 explosa. Il n'y eut aucun survivant. Les 52 membres d'équipage, y compris Werner Hartenstein, moururent. Il avait 34 ans. Marié, sa femme, Elisabeth, attendait en Allemagne. Elle n'apprit sa mort que des semaines plus tard. Elle reçut une lettre officielle. « Votre mari est mort au service de la patrie. » Mais il n'y avait aucun détail, aucune explication. Seulement, disparu en mer, présumé mort. Des années plus tard, après la guerre, lorsque les archives furent ouvertes, Elisabeth apprit toute l'histoire, du Laconia
du sauvetage, des 193 personnes que son mari avait embarquées à bord, des centaines d'autres qui furent sauvées grâce à sa coordination. Elle pleura en lisant cela. Pas de chagrin, bien que le chagrin fût toujours présent, mais de fierté. Elle dit à sa fille, « Ursula, ton père n'était pas un héros de guerre. Il était un héros de l'humanité. C'est une différence que le monde ne comprend pas souvent. » Mais l'acte de Hartenstein continua à vivre, bien au-delà de sa mort. En Allemagne, il fut célébré comme un héros. Mais pas de la manière dont on célèbre habituellement les héros de guerre. Pas pour les navires qu'il avait coulés, pas pour son efficacité militaire, mais pour l'humanité qu'il avait montrée, pour le choix qu'il avait fait, quand personne ne regardait. Dans les années 1950, alors que l'Allemagne était aux prises avec son passé de guerre, Hartenstein devint un symbole du fait que tous les soldats allemands n'étaient pas des monstres, que certains, même dans le contexte d'un régime terrible, pouvaient conserver leur humanité en Grande-Bretagne. La réaction fut plus complexe et évolua au fil des décennies. Immédiatement après la guerre, l'ambiance était anti-allemande. De nombreux Britanniques ne voulaient rien entendre parler de héros allemands, mais les survivants du Laconia parlèrent. Le capitaine Rémy Charpentier, l'officier britannique qui avait été sauvé par l'U-156, donna des conférences. Il raconta son histoire, et lentement, l'opinion publique changea. En 1956, pour la première fois, Hartenstein fut qualifié d'ennemi honorable dans un journal britannique. En 1967, un article sur lui fut publié dans le Times. Le titre, « Le capitaine de U-Boot qui choisit l'humanité plutôt que la guerre ». Les survivants du Laconia se rencontrèrent pendant des années. Ils fondèrent une association de survivants. Et chaque année, le 12 septembre, l'anniversaire du torpillage, ils organisaient une commémoration. Ils honoraient les 1649 personnes décédées. Mais ils honoraient aussi Werner Hartenstein et son équipage. Dorothée Boulanger, l'infirmière britannique, déclara lors d'une de ces réunions en 1972, « Nous sommes ici grâce à un capitaine de U-boot allemand qui a décidé que la vie était plus importante que les ordres. Sans lui, nous serions tous morts. Cela ne doit jamais être oublié. » En 1979, une petite plaque commémorative fut dévoilée à Liverpool. Elle porte l'inscription « À la mémoire des 1649 victimes du désastre du RMS Laconia, le 12 septembre 1942, et aux hommes courageux des U-Boots U-156, U-506, U-507 et Capellini qui ont essayé de les sauver. Ce fut un moment extraordinaire. Une ville britannique dévoilant une plaque commémorative pour les équipages de U-Boots allemands. Certains vétérans protestèrent. Ils dirent que c'était une trahison. Mais la majorité comprit. Le capitaine Charpentier, alors âgé de 76 ans, était présent lors du dévoilement. Il dit « Ce n'est pas une plaque commémorative pour l'ennemi. C'est une plaque commémorative pour l'humanité. Hartenstein était mon ennemi, mais il était aussi mon sauveur. Les deux peuvent être vrais. » Des décennies après la guerre, des monuments commémoratifs furent érigés à différents endroits. À Plauen, en Saxe, la ville natale de Hartenstein. Il y a un petit musée, il présente sa vie, sa carrière et l'incident du Laconia. Des classes entières viennent s'y instruire. Elles découvrent la guerre, mais aussi les choix, la morale, la possibilité d'agir justement, même quand tout autour de vous vous dit de ne pas le faire. Des survivants ayant personnellement rencontré Hartenstein ont raconté leurs histoires à leurs enfants et petits-enfants. Ces récits se sont transmis de génération en génération. Un petit-fils d'un soldat britannique sauvé, Maxime Dubois, a écrit un livre en 2005 sur son grand-père. Le titre « Sauvé par l'ennemi », la guerre de mon grand-père. Il y décrivait comment son aïeul, le soldat Thomas Dubois, avait été repêché de l'eau par des marins allemands,
comment ils lui avaient offert leur dernière tablette de chocolat, comment ils avaient soigné ses blessures, et comment, le restant de sa vie, il affirmait « J'ai été sauvé par des ennemis ». Plus humain que beaucoup d'amis que j'ai connus, l'histoire a été documentée, analysée et portée à l'écran. En 2011, un documentaire de la BBC a été produit, Le naufrage du Laconia. Il relatait l'intégralité des événements, avec des interviews de membres des familles des survivants, des images d'archives, des extraits des journaux de bord de marins allemands et de rescapés britanniques. Le film a été diffusé en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Des millions de personnes l'ont regardé, et beaucoup ont pleuré. Ce qui touchait le plus les spectateurs, ce n'était pas l'action, ni les explosions, ou les moments dramatiques, mais plutôt les petits détails. Le marin allemand offrant sa veste à un soldat britannique, le prisonnier italien embrassant un gardien polonais après avoir été tous deux sauvés, Hartenstein dans la tourelle de commandement, épuisé, désespéré, mais toujours déterminé à faire ce qui était juste. Ces instants prouvaient que même en temps de guerre, l'humanité n'est pas morte, elle est seulement cachée, attendant que quelqu'un ait le courage de la révéler. Ce que Hartenstein a fait en ce jour de septembre 1942 était plus qu'une simple opération de sauvetage. C'était la démonstration d'une chose rare en temps de guerre, le choix de privilégier l'humanité sur l'avantage militaire. Il aurait pu simplement plonger. Personne ne l'aurait jamais su, son U-boot aurait été en sécurité. Mais il a décidé autrement. Il a choisi d'agir correctement, même au péril de sa vie. Et il en a payé le prix fort. Mais les Bilzil 83 personnes qui ont survécu ont vécu. Elles ont fondé des familles. Elles ont raconté cette histoire. Et cette histoire est devenue partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une preuve que même dans les moments les plus sombres, même dans les conflits les plus brutaux, les gens peuvent choisir, ils peuvent choisir d'être des monstres ou des êtres humains. Hartenstein a choisi l'humanité, et c'est ce qui fait de lui un véritable héros. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses, ce sont des moments qui ont décidé du destin de milliers de personnes, de vrais êtres humains, de vraies décisions, de vraies conséquences. Werner Hartenstein est mort, mais son geste perdure. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, alors soutenez-moi grâce à Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives navales, à numériser d'anciens protocoles radio, à interviewer les derniers témoins, à documenter les sites d'épaves. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures. Car si nous oublions ce que des hommes comme Hartenstein ont fait, nous oublions ce dont l'humanité est capable. L'histoire de Werner Hartenstein et de l'incident du Laconia nous enseigne quelque chose de profond. Elle montre que la guerre n'est pas qu'une affaire de noir et de blanc, que les ennemis sont des êtres humains, que l'honneur peut exister même quand tout autour de vous essaie de le détruire. Après la guerre, l'amirauté britannique a reconnu Hartenstein comme un adversaire honorable. Des survivants du Laconia ont écrit des lettres à sa famille, exprimant leur gratitude. Certains sont même allés en Allemagne pour se recueillir sur sa tombe. Ils disaient que Hartenstein leur avait non seulement sauvé la vie, mais aussi leur foi en l'humanité, que même en temps de guerre, les gens peuvent choisir d'agir justement aujourd'hui, plus de 80 ans après. Une petite plaque commémorative se dresse sur la côte de Cornouailles. Elle rend hommage aux victimes du Laconia, mais elle rappelle aussi les équipages des U-boot allemands qui ont tenté de les aider. C'est un monument rare, un mémorial pour les ennemis et les alliés, pour ceux qui sont morts et pour ceux qui ont essayé de sauver. L'inscription est simple, en mémoire de tous ceux qui ont péri et de ceux qui n'ont pas oublié que nous sommes tous des êtres humains. Werner Hartenstein n'y est pas mentionné nommément, mais son acte est implicite, dans chaque mot, dans chaque ligne. L'histoire du Laconia est complexe,
Elle n'a pas de héros ni de méchants simples. Le pilote américain qui a attaqué l'U-156 suivait des ordres. Les soldats britanniques qui, au début, se méfiaient d'un U-boot allemand agissaient par expérience. Hartenstein lui-même avait torpillé le Laconia, coûtant la vie à 1649 personnes. Mais au milieu de toute cette complexité, il y a un moment de clarté indéniable. Lorsque Hartenstein a eu le choix entre la sécurité et l'humanité, il a choisi l'humanité. Et cela, dans sa forme la plus simple, c'est de l'héroïsme. Les marins allemands qui ont participé au sauvetage en ont rarement parlé. Beaucoup n'ont pas survécu à la guerre, mais ceux qui ont survécu ont gardé ce souvenir avec eux. Ils l'ont raconté à leur famille. Ils l'ont consigné dans des journaux, et leurs mots révèlent quelque chose d'étonnant. Ils ne parlaient pas d'héroïsme, ils parlaient de devoir, du devoir de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Un marin a écrit « Nous n'étions pas des héros, nous étions des hommes qui ont fait un choix. Chacun d'entre nous aurait pu agir différemment. Mais notre capitaine nous a montré la voie, et nous avons suivi. C'est tout. » Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Beaucoup de spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables, des grands-pères qui étaient présents, des lettres retrouvées dans des greniers, des journaux de guerre transmis de génération en génération. Partagez votre histoire familiale de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est une pièce d'histoire que nous préservons ensemble. Avez-vous entendu parler d'actes similaires, de moments où des ennemis se sont traités mutuellement comme des êtres humains? Ces histoires sont rares, mais elles existent, et elles doivent être racontées.